vous allez entendre le vrai son de la surface de Mars. Ce n'est pas de la musique, ni une quelconque reconstitution. C'est un enregistrement réel, effectué par le rover de la NASA directement à la surface de Mars. Et ce qui est le plus effrayant, c'est le vide absolu. Parce que lorsque l'on comprend que ce son vient d'une autre planète, la sensation devient très étrange. La planète rouge, qui attire non seulement les écrivains et les auteurs de science-fiction, mais aussi les scientifiques. Pendant tout ce temps, un grand nombre d'appareils l'ont étudiée. Et aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire de l'un d'entre eux, le rover Opportunity. À quel défi Opportunity a-t-il dû faire face sur son parcours et à quoi ressemble la surface de Mars à travers l'objectif de la caméra du rover? Opportunity a commencé son travail le 7 juillet 2003. Le rover a été lancé par la fusée porteuse Delta II qui, le 25 janvier 2004, s'est approchée de la planète rouge et est entrée dans son atmosphère. Lors de la descente de l'appareil vers la surface, un parachute s'est déployé pour réduire la vitesse de chute. Lorsqu'il a presque atteint la surface, il a arrêté sa chute à l'aide de 3 moteurs fusée. Ensuite, le rover s'est séparé de la fusée porteuse et a atterri sur la planète. Sur cette image, vous pouvez voir les traces laissées par les moteurs fusée. Lors de l'atterrissage, Opportunity s'est retrouvé dans le cratère Orlin. Le cratère était petit, 22 mètres de profondeur, et l'état du rover n'était pas menacé. Cependant, l'atterrissage dans le cratère n'était pas prévu par les scientifiques qui ont nommé le rover premier dans le trou pour célébrer ce succès. D'ailleurs, on pouvait considérer cet événement comme la découverte du cratère, car auparavant, les chercheurs n'en avaient pas connaissance. En somme, Opportunity s'est écarté de son lieu d'atterrissage d'environ 25 mètres. Le changement de lieu d'atterrissage s'est également produit parce que l'appareil était protégé par des sphères spéciales. À cause de cela, le rover a simplement rebondi sur la surface. Après qu'Opportunity se soit débarrassé de sa protection, il a pu activer le fonctionnement de ses panneaux solaires. Le rover était également équipé d'une caméra capable de prendre des images panoramiques. Et la première photo prise par l'appareil montre l'affleurement de roches à la surface de la planète. Tout au long de sa mission, Opportunity s'est concentrée sur l'étude des structures géologiques, car elle permettait d'obtenir plus d'informations sur les premières étapes de la formation de Mars. L'étude de la zone découverte a pris plusieurs semaines à Opportunity. Il s'est avéré que cet amas de roches portait des traces indiquant l'action d'un liquide. De quel liquide s'agit-il exactement? Pour l'instant, il n'a pas été possible de le déterminer. Cela pourrait être de l'eau ou de la lave. Après 30 jours, l'appareil s'est déplacé vers une autre partie de cette formation en relief, a foré l'une des pierres et a immortalisé cet endroit à l'aide de la caméra. En conséquence, une formation a été découverte qui se produit lorsque des vides dans différentes roches sont remplis de substances minérales. On appelle aussi cela une géode. Au cours des recherches, il a été découvert que la pierre contient des ions hydroxyde. Cela signifie qu'au moment de la formation de la pierre, elle a été exposée à l'eau. L'une des roues d'Opportunity a creusé une cavité à la surface pour étudier les propriétés et la composition du sol martien. Il en est résulté une sorte de trou d'environ 15 cm de profondeur et d'environ 1 mètre de long. Les scientifiques ont trouvé sous la surface une formation nommée myrtille. La nature de leur apparition reste inconnue à ce jour. Il convient également de prêter attention aux minuscules grains de sable que le rover n'a pas pu examiner en détail car sa caméra n'était pas conçue pour des objets aussi petits. L'étude de cette zone a pris plusieurs semaines à l'appareil Opportunity. Une fois cette étape de sa mission terminée, le rover a poursuivi sa route. L'appareil s'est approché d'un autre cratère qui a ensuite été nommé Endurance. Sa largeur est d'environ 200 mètres. Sur le chemin vers cette formation, le rover a rencontré un autre cratère intéressant, bien que petit, appelé Fram. Opportunity ne s'est pas attardé ici longtemps, mais nous avons tout de même reçu quelques images de sa part. Ainsi, l'appareil est arrivé au cratère Endurance. Le rover a permis d'observer un amas de roches exposées à la surface. Ensuite, l'appareil a commencé à descendre dans le cratère. Il fallait choisir un endroit qui permette non seulement de descendre, mais aussi de remonter. Cela a posé des difficultés.
Le rover martien a parcouru la moitié du cratère sans trouver d'endroit adapté. Les scientifiques ont finalement décidé où l'appareil allait descendre. Cependant, il existait une possibilité que l'appareil Opportunity reste dans le cratère pour toujours. Cependant, la tâche d'explorer cette formation était plus importante que la préservation du rover martien. Lorsqu'il a commencé à descendre, arrivé au milieu, il a commencé à reculer. Il y est parvenu sans problème. L'appareil aurait donc pu quitter le cratère. Opportunity a ainsi entamé la descente. Le rover est resté au fond du cratère pendant 186 jours. Il a étudié les roches qui étaient apparues à la surface. Il a été décidé de ne pas envoyer l'appareil au centre même où se trouvaient les dunes. Là-bas, il aurait été beaucoup plus difficile de se déplacer. Par conséquent, la probabilité que le rover s'y enlise aurait été élevée. Sur les images fournies par Opportunity, on peut distinguer une pierre couverte de fissures à laquelle on a donné le nom de Wop May. Ce rocher reposait à la surface en pente et sa couche supérieure était assez friable. Malheureusement, à cause de ces facteurs, Opportunity n'a pas pu étudier les matériaux qui composaient cette pierre. À peu près au même moment où le rover étudiait le rocher, il a capturé une vue du ciel martien. 315 jours après le début de la mission, Opportunity a fourni une photo panoramique de la falaise de Burns. C'était la dernière chose que le rover a faite en étant dans le cratère. Ensuite, l'appareil a commencé à s'approcher de l'endroit où sont tombés les débris du bouclier thermique. Opportunity a entrepris de les étudier. Le rover a également découvert une météorite qui est devenue la première de ce type trouvée en dehors de la Terre. Ensuite, l'appareil devait étudier une autre météorite nommée Ereb, en l'honneur des ténèbres éternelles dans la mythologie grecque antique. Malheureusement, en se dirigeant vers elle, au 445e jour de son séjour sur Mars, l'appareil Opportunity s'est enlisé car il roulait dans une zone de dunes de sable d'environ 30 mètres de hauteur. Pour résoudre cette situation désagréable, il a été décidé d'augmenter la vitesse du rover martien. Malheureusement, cela n'a pas donné de résultat. Au contraire, l'appareil s'est encore plus enlisé dans le sable. Il fallait trouver une solution efficace pour maintenir le rover martien en fonctionnement. Pour cela, les scientifiques ont recréé la situation en laboratoire avec une copie du rover martien et la quantité de sable nécessaire. Il a fallu 20 jours pour trouver une solution. Les scientifiques ont alors décidé de déplacer l'appareil vers l'avant sur de petites distances pendant les 20 jours suivants. Pour suivre le déroulement de l'opération de sauvetage, les caméras du rover lui-même ont été utilisées pour filmer les roues. Et voilà, les efforts ont porté leurs fruits. Au 483e jour de la mission, l'appareil Opportunity est sorti de ce piège et a pu continuer à avancer. Les scientifiques ont également décidé que le rover devait étudier les traces qu'il avait laissées après l'opération de sauvetage. L'appareil y a consacré 12 jours. Ainsi, le rover a poursuivi sa route, continuant sans relâche à percer les mystères de la planète rouge. Je me demande quelles autres surprises nous attendent. Nous ne manquerons pas de vous en parler dans la prochaine vidéo. Et pour finir, nous vous proposons de profiter des sons enregistrés par la NASA.
Des volcans éteints, des canyons, des saisons qui changent, une fine couche d'atmosphère. Tout cela semble très intrigant. Les recherches sur Mars se poursuivent encore aujourd'hui. L'humanité veut lever le voile sur les mystères de la 4e planète du système solaire. Actuellement, 8 engins se trouvent en orbite autour de Mars, et des rovers spéciaux, autrement dit des astromobiles martiens, recueillent des données directement à la surface. Il s'agit de Curiosity et de Perseverance qui fonctionnent respectivement depuis 2012 et 2021. Il y a aussi l'engin spatial appelé InSight qui a commencé sa mission en 2018. Grâce aux données que nous avons reçues des engins arrivant aussi bien à la surface qu'en orbite, nous en savons maintenant un peu plus sur le passé de Mars. Par exemple, que la planète avait autrefois des conditions plus clémentes et une humidité plus élevée. Quel paysage aurions-nous pu observer sur Mars autrefois et que s'y passe-t-il aujourd'hui? Les sondes d'exploration vont nous en parler. Nous allons commencer par la sonde orbitale Mars Odyssey. Il a commencé son travail en 2001 et il est toujours actif. Pendant cette période, Odyssey a effectué plus de 94 000 orbites autour de Mars. Grâce à cet appareil, nous savons quelles formations de relief existent à la surface, ainsi que la présence de roches minérales. Ce qui nous a particulièrement intéressés, c'est le fait qu'il existe sur Mars des zones de glace, mais elles se trouvent dans une région de la planète où, en principe, cela serait peu probable. Mars Odyssey poursuit son travail et nous recevrons sûrement encore beaucoup de nouvelles données de sa part. Et voici le satellite de reconnaissance martien, ou en abrégé MRS. L'une de ses principales missions est d'étudier la surface, tout en recherchant les zones de la planète où il serait pratique d'atterrir un appareil de recherche. C'est pour cette raison que nous avons de nombreuses images intéressantes prises par la caméra du MRS. La plus remarquable d'entre elles est une photo de dunes de sable. Vous pouvez remarquer qu'une croûte d'ignace est formée à la surface. Comme rappelé, nous avons déjà évoqué les saisons changeantes de Mars. Lorsque l'hiver arrive sur la planète, de nombreux changements se produisent à la surface. Bien sûr, il n'y a pas de tempête de neige ni de chute de neige interminable sur Mars, même s'il y fait assez froid. Moins 123 degrés Celsius au pôle. Néanmoins, à cette période de l'année sur Mars, on peut tout de même trouver non pas un seul type de neige, mais deux. L'un est composé d'eau, l'autre est sec, fait de dioxyde de carbone. Et il y a aussi des flocons de neige sur Mars, aux formes inhabituelles. Que ressemblent les flocons de neige sur Terre? Elles sont hexagonales, car les flocons de neige sont une structure cristalline. Et la symétrie de ces structures est hexagonale, c'est-à-dire à 6 côtés. Mais sur Mars, les flocons de neige sèche sont cubiques, c'est-à-dire qu'ils ont une symétrie quadrangulaire. Les flocons de neige martiens sont très petits. On peut à peine les distinguer à l'œil nu. La neige n'apparaît pas sur toute la surface de Mars, principalement au pôle, c'est-à-dire dans les zones les plus froides. Et la neige, dans la plupart des cas, s'accumule sur les pentes des hauteurs ou dans les cratères des volcans éteints. Cependant, dans la plupart des cas, la neige d'eau n'a même pas le temps d'atteindre la surface de Mars et se transforme en gaz. Tout est une question d'atmosphère. Elle est très raréfiée. Puisque nous parlons déjà de l'atmosphère de Mars, la station interplanétaire automatique Maven l'étudie pour comprendre comment elle a changé à différentes périodes et pourquoi. Et la raison pour laquelle l'atmosphère devient de plus en plus raréfiée, ce sont les vents solaires. La planète se refroidissait progressivement et avec cela, l'effet de protection du champ magnétique global s'affaiblissait. Que se passe-t-il sur Mars lorsque le printemps arrive ? Le processus de fonte de la glace martienne commence et des formes de glace assez intéressantes se forment. Au printemps, des geysers commencent également à entrer en éruption. Ce ne sont pas seulement les sondes orbitales qui peuvent nous parler de Mars, mais aussi les rovers martiens, qui accomplissent leur mission depuis plusieurs années déjà. Et nous allons commencer par le rover à propulsion nucléaire Perseverance, ou comme on l'appelle aussi, Percy. C'est l'un des rovers les plus récents qui a atterri à la surface de Mars le 18 février 2021. Depuis longtemps, Perseverance explore le cratère d'impact G0.
L'objectif principal de la mission du rover est de comprendre les changements qui se sont produits à la surface de Mars au début de son histoire, ainsi que de trouver des traces d'organismes microbiens. Grâce à Perseverance, nous avons obtenu des échantillons de l'atmosphère martienne et de régolithes, ainsi qu'une immense quantité de photos des formations du relief sur la planète rouge. Leur nombre atteint 166 000. En voici quelques-unes. Le vaisseau spatial InSight. Il a survécu à des tempêtes très puissantes. Mais malgré cela, il accomplit fidèlement sa mission. L'appareil a enregistré un séisme martien d'une puissance énorme. De plus, il s'est avéré être le plus puissant de tous ceux que nous connaissons sur Mars. Certaines de ces secousses pouvaient encore être ressenties même 10 heures après le séisme. InSight a réussi à détecter les secousses, même si l'épicentre supposé du séisme se trouvait à 2000 km de là. Il convient d'ailleurs de mentionner que Mars possède une activité sismique assez élevée. Pendant le séjour d'InSight là-bas, plusieurs centaines de séries de secousses ont été enregistrées. L'étude des tremblements de terre martiens va se poursuivre, car de tels phénomènes permettent d'en apprendre davantage sur le relief de Mars. Et enfin, le rover Curiosity. Il sert fidèlement la science spatiale depuis 2012. De nouvelles données nous parviennent souvent. Il porte une attention particulière aux nuages de Mars. Par exemple, Curiosity a réussi à observer comment, au coucher du Soleil, des rayons du Soleil perçaient à travers des nuages situés plus haut que les autres. Ce sont vraiment des images uniques. Apparemment, ces nuages sont composés de glace sèche et de dioxyde de carbone, tandis que les autres nuages sont constitués de glace d'eau. En raison du fait que les cristaux dans les nuages changent de taille avec le temps, nous pouvons observer quelque chose qui ressemble à un arc-en-ciel. Cependant, comme on dit, il n'y a pas que les nuages dans la vie. Curiosity a également trouvé des traces de lacs qui auraient pu exister autrefois sur Mars. Les rovers explorent également le mont Sharp qui se trouve dans le cratère Gale. On suppose qu'il y avait autrefois un lac dans ce cratère. L'eau y arrivait par des rivières martiennes, mais avec le temps, il s'est asséché. En ce moment, Curiosity explore le bloc riche en sulfate du mont Sharp. C'est là que le rover, déjà en 2016, a découvert une météorite métallique composée principalement de fer et de nickel. La particularité de cet objet est qu'il a probablement déjà été en fusion. La météorite a été appelée Egrok en raison de sa forme arrondie et de sa surface inhabituellement lisse. Parfois, il nous semble que nous savons tout sur les planètes du système solaire. Cependant, en réalité, ce n'est qu'une illusion. Il y a tant de mystères et d'énigmes autour de nous. Et Mars ne fait pas exception. Il ne nous a pas encore tout révélé. Et il est possible que nous n'apprenions jamais beaucoup de choses sur son passé. Cependant, nos engins d'exploration ne perdent pas de temps et font tout leur possible pour lever le voile sur le passé mystérieux de la planète rouge. Et laquelle des découvertes faites par les sondes et les rovers vous a le plus intéressé? Et à votre avis, qu'allons-nous encore découvrir? Qu'allons-nous apprendre sur Mars dans un avenir proche? La NASA est un tueur de la vie martienne. Que pensez-vous d'une telle déclaration? Ça ressemble à quelque chose d'irréel, comme une autre théorie du complot. Pourtant, une partie de la communauté scientifique croit à cette version. Il n'y a pas beaucoup de partisans, mais l'essentiel est qu'ils existent. De telles idées semblent extrêmement illogiques. En effet, les appareils de la NASA utilisés sur d'autres planètes sont spécialement traités pour ne pas perturber les processus extraterrestres. La NASA porte une attention particulière à Mars, car l'hypothèse selon laquelle la vie y aurait existé autrefois ou existerait encore aujourd'hui ne quitte toujours pas nos esprits. Mais, et si c'était justement la NASA qui avait contribué à la disparition de la vie sur Mars, et comment aurait-il fait cela ? Aucune preuve n'indique que des organismes vivants aient existé ou existent sur Mars. Et si nous avions un jour découvert ces signes sans les comprendre et les avions simplement ignorés, pensant qu'il s'agissait de déchets? Revenons en arrière dans le temps.
En 1975, la NASA a lancé le programme spatial Viking pour l'étude de Mars. Les sondes spatiales Viking 1 et Viking 2 ont été les premiers engins à se poser sur la planète rouge et nous ont offert des photographies de la surface martienne. Les sondes de la mission Viking étaient équipées d'instruments spéciaux conçus pour détecter d'éventuels organismes vivants sur place. Les sondes Viking restent les seuls engins à avoir disposé d'un arsenal aussi vaste. Fait intéressant, 2 expériences ont détecté des traces de métabolisme dans certains échantillons de sol martien. D'autres expériences ont aussi révélé des traces de métabolisme, mais sans détecter de matière organique, ce qui est crucial. Les Vikings ont trouvé une petite quantité de chlore, mais à l'époque, cela n'a pas été considéré comme important, car les astronomes ont pensé qu'il s'agissait de résidus du matériau utilisé pour traiter les appareils. En général, la mission des Vikings n'a révélé aucun signe de forme de vie sur la planète rouge, c'est ce qu'ont conclu les scientifiques. Cependant, l'avis sur cette question n'était pas unanime. Les principales remarques concernaient directement la méthode de réalisation de l'expérience. Examinons un peu plus en détail comment s'est déroulée l'expérience de détection du métabolisme. Des échantillons de sol de la planète rouge étaient placés dans une solution spéciale contenant l'isotope radioactif carbone 14. En présence de micro-organismes dans le sol, une réaction métabolique se serait produite. Avant la mission, cette méthode a été testée avec des sols de divers endroits sur Terre, montrant toujours la présence de micro-organismes. Pour garantir la précision de l'expérience, on a vérifié des échantillons lunaires et le résultat a été négatif comme prévu. Il n'y avait pas d'erreur, mais sur Mars, le résultat était positif. Ce qui est intéressant, c'est que 2 appareils différents, placés à divers endroits, ont obtenu ce résultat. Au départ, on pensait que ce résultat venait de l'influence des rayons ultraviolets sur les échantillons de sol. Les scientifiques ont aussi obtenu un résultat positif avec des échantillons non exposés aux ultraviolets. Lorsque les échantillons ont été spécialement chauffés à 160 degrés, le résultat est devenu négatif. Le métabolisme diminuait considérablement lorsque la température atteignait 50 degrés. Lorsque les échantillons étaient placés pendant une longue période dans un environnement à une température de 10 degrés, le résultat devenait complètement négatif. Finalement, les scientifiques sont arrivés à la conclusion qu'il n'y a pas de vie sur Mars et que les résultats curieux de l'expérience ont une autre explication. Cependant, il existe encore des partisans de la version selon laquelle Viking 1 et Viking 2 ont réellement pu détecter des signes de vie à l'époque, mais que les scientifiques ont mal interprété les résultats. Comme nous l'avons mentionné précédemment, aucune molécule organique n'a été détectée lors des expériences. Il existe plusieurs explications à cela. La première et la plus évidente, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de matière organique là-bas. Deuxièmement, l'expérience de détection des composés organiques n'était pas parfaite, ce qui signifie que les résultats étaient faussés. La troisième explication dit que les composés organiques n'ont tout simplement pas été détectés parce qu'ils ont été détruits lors du chauffage des échantillons de sol. Et certains scientifiques pensent que c'est précisément l'eau qui était en cause, car aucune expérience n'a été réalisée sans sa participation. Le fait est qu'il ne fallait soi-disant pas ajouter d'eau. Il est possible que les micro-organismes, sur Mars, se soient adaptés à vivre sans eau. Si on commence à les arroser, ils mourront tout simplement, n'ayant pas la possibilité de s'adapter rapidement à de nouvelles conditions de vie. C'est un peu comme les organismes qui vivent dans les déserts terrestres et qui tirent une certaine quantité d'humidité simplement de l'air. Cependant, aucune véritable étude scientifique n'a été écrite à ce sujet. C'est pourquoi l'opinion de la majorité des scientifiques n'a pas changé. Mais on ne qualifie pas la NASA de tueuse parce qu'ils auraient méthodiquement détruit la vie sur Mars comme des maniaques, mais parce qu'ils l'ont manqué ou l'ont accidentellement éliminé dans l'échantillon même qu'ils analysaient. Toute cette histoire nous montre qu'il faut organiser de nouvelles missions sur Mars pour enfin découvrir la vérité, d'autant plus que Mars continue d'être au centre de l'intérêt général. La planète rouge cache encore de nombreux secrets et le désir de les dévoiler est attisé par les spécialistes de la NASA. En septembre 2023, l'agence spatiale a publié un nouvel enregistrement sonore de Mars. Cette fois, il s'agit des sons produits par MOXIE, un dispositif spécial installé sur le rover Perseverance.
Nous faisons des efforts incroyables pour détecter des signes de vie extraterrestre, même sous sa forme la plus primitive. Cependant, et si cette vie extraterrestre était déjà venue à nous? Par exemple, en septembre de cette année, des corps d'extraterrestres ont été amenés directement au Parlement du Mexique. En général, le Mexique est plus progressiste sur cette question puisqu'on en discute déjà officiellement à ce niveau-là. Tout a commencé avec le journaliste Jaime Maussan, qui est en plus un fervent partisan de l'existence des ovnis. Et voilà qu'il a déclaré que les restes momifiés découverts sont des représentants d'une civilisation extraterrestre qui serait arrivée sur Terre il y a plus de 1000 ans. Lors de l'audition au Parlement, 2 corps prétendument extraterrestres ont été présentés, accompagnés de vidéos de phénomènes anormaux inexpliqués pour renforcer la crédibilité de l'affaire. Les extraterrestres eux-mêmes étaient de petite taille, avaient une tête allongée et 3 doigts à chaque main. Selon Jaime Maussan, les corps ont été découverts près des anciennes lignes de Nazca, dans le sud du Pérou. Comment la NASA a-t-elle réagi à cela? Les scientifiques ont demandé à examiner les corps pour connaître la vérité. David Spergel, qui a autrefois dirigé une enquête indépendante de la NASA sur les ovnis, ainsi que Dan Evans, l'adjoint de l'administrateur adjoint de la NASA, ont tous deux parlé de ce sujet. Et Maussan, quant à lui, n'a toujours pas fourni les corps. Si l'on se penche sur la biographie de Jaime Maussan, on découvre qu'il avait déjà affirmé une fois avoir découvert des restes d'extraterrestres au Pérou. C'était en 2017. Cependant, il s'est avéré à l'époque qu'il ne s'agissait que de poupées. Et voici de nouveau des restes d'extraterrestres, mais cette fois-ci au Parlement du Mexique. Juliette Fierro, chercheuse à l'Institut d'astronomie de l'Université nationale autonome du Mexique, était l'une des sceptiques les plus ferventes dans cette affaire. Voici ce qu'elle racontait aux journalistes. Maussan dit qu'il a parlé avec la Vierge de Guadalupe. Il m'a dit que les extraterrestres ne me parlent pas comme ils lui parlent à lui, parce que je n'y crois pas. Eh bien, cet homme est clairement excentrique, mais peut-être qu'il dit quand même la vérité. Il y a beaucoup d'étrangetés dans cette histoire, comme par exemple le fait que les restes ont été si facilement sortis du Pérou, où ils auraient été découverts, puisqu'il s'agit d'objets aussi précieux qui pourraient changer notre vision de l'histoire et de la science. Et le plus intéressant, c'est qu'il n'y avait pas de représentant du Pérou lors de la présentation au Parlement mexicain, ce qui est d'autant plus étrange. En effet, il serait étrange qu'un pays ne veuille pas obtenir une part de cette gloire. Il s'est ensuite avéré qu'aucune institution scientifique péruvienne n'a trouvé de preuves, lors de l'examen des restes, qu'il s'agissait d'êtres extraterrestres. Il faut aussi prendre en compte qu'une partie de l'ADN ne peut tout simplement pas être identifiée, probablement à cause de l'ancienneté des objets. Maussan ne s'est pas avoué vaincu. Comme preuve, il a présenté les résultats de l'analyse au radiocarbone, qui selon lui, indiquait un âge très ancien des objets. Le laboratoire précise n'avoir jamais vu les corps extraterrestres et avoir mené ses recherches sur un petit échantillon. Et encore une fois, nous ne pouvons pas parler de la fiabilité des résultats, parce qu'en théorie, la biologie des extraterrestres est différente de la nôtre, ce qui est tout à fait logique. En fin de compte, il s'avère que cette affaire n'est qu'une autre fantaisie de Maussan qui a simplement réussi à atteindre un niveau aussi élevé. Donc, nous n'avons pas encore découvert de signes de vie sur d'autres planètes, tout comme la vie extraterrestre n'est jamais venue sur notre Terre. Cependant, la science progresse à pas de géant et qui sait, peut-être qu'un jour nous recevrons des nouvelles d'organismes extraterrestres dans une galaxie. Et vous, qu'en pensez-vous? Cela pourrait-il arriver bientôt? Peut-être que des extraterrestres viendront un jour nous rendre visite?